Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 281 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Salut Jay, ça va, ça va. Un peu découragé de l'entente de principe qu'on va être appelé à signer ou à voter lundi prochain, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai bien hâte d'avoir nos assemblées générales pour avoir le fin mot de Hey, l'histoire. pour vrai, vas-y lundi, on va être en même temps, puis tu vas m'entendre péter une coche. C'est sûr, c'est lundi parce que le mardi, on a notre podcast, bien sûr. Exactement, fait que tu vas m'entendre me plaindre je m'en allais sacrer, mais Ouais? J'ai hâte de ouais. voir Moi, ça. je suis vraiment pas content. OK, j'ai bien hâte de voir ça, mais il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment dans les médias traditionnels et les médias sociaux. Je veux vraiment avoir l'heure juste avec nos syndicats avant de me prononcer parce que. Veux-tu que je te fasse un résumé, Jay, très très simple. Il n'y a rien au secondaire. Absolument rien au secondaire. Zéro. Sweet fuck all. Nada. Rien. Ouais, j'ai cru voir ça. C'est quoi? C'est surtout pour le secteur. Il y a un petit peu pour le primaire, c'est pas mal ça. Puis tu sais, c'est 3000 aides pour 3000 écoles. OK, bon, tu vois. Regarde, en tout cas, je veux pas m'emporter, parce que je suis vraiment pas content, mais en gros, c'est ça. Pour le secondaire, il n'y a absolument rien. Rien pantoute. Mais peut-être justement qu'on n'entend pas parler dans les médias, mais que dans les clauses qu'on va nous expliquer, il va y avoir de quoi, mon cher, peut-être. Non? Tu fais signe que non pour ceux qui sont en podcast. Je te garantis qu'il n'y aura rien. Ah! Fait que si t'en as qui m'écoutent avec genre une semaine de retard, vous me direz si j'ai tort, mais en tout cas, mes sources me confirment qu'on s'est fait passer une petite vite. Mais c'est pas voté encore. Non, effectivement. Puis de ce que je comprends, il y a beaucoup de gens qui vont voter non. Fait que j'ai hâte de voir justement si concrètement ça va passer. J'ai des doutes. Ah, t'as des doutes vraiment? Oui. Oh oui, moi je serais prêt à gager un vieux 2 que ça passe pas. Et puis ça vaut cher, un vieux 2 aujourd'hui. Ouais. C'est quand même, tu vois à quel point j'ai confiance en cette négo. Oui, exactement. Alors oui, on va voir ça la semaine prochaine. Nous, c'est lundi prochain, mardi. Vu qu'on est regroupés Témiscamingue et Rouyn-Noranda, c'est magique. Oui, on est ensemble dans nos réunions. C'est-tu la dernière réunion qu'on se parlait en même temps sur Messenger pendant qu'il y avait la. On fera ça comme la dernière fois. Excellent. Alors, voilà. Et puis, professeur Roussel, comment allez-vous? Salut à vous deux, salut à tout le monde dans le chat, salut aux auditeurs, auditrices. Tu as recommencé, là, où tu nous écœurais la semaine passée, tu disais que tu n'avais pas recommencé, là. T'es encore en congé, ou? Je suis privé de cours cette session-ci parce que j'assume des tâches administratives à l'université, qui consistent notamment à négocier notre convention collective. Donc, joyeux hiver. Oh, non, c'est une petite université comme l'ENAP, ça se fait très bien, donc... c'est long parce qu'on a du gossage à faire, mais c'est pas hostile, c'est pas... Un peu plus soft ou est-ce qu'on pourrait dire ça? Écoute, c'est parce que dans notre contexte à nous, on n'a pas de... Il n'y a pas de gros enjeux. OK. Fait que c'est des ajustements plus que d'autres choses. OK. Au moins. Fait que pendant ce temps-là, j'enseigne pas. Tu vas t'écrire un peu? Oui, non, ça, oui, j'ai plusieurs échéances à respecter d'ici fin du mois, fin février. Ouais, j'ai quelques textes sur le feu sur lesquels on va revenir parce que notre ami Médéric Sioui, qui va très certainement venir nous rejoindre dans quelques semaines, on a travaillé ensemble, on est en train de faire un texte, là, justement, ensemble. OK. Sur quoi? Bon. Ça tu peux dire ou oui, on travaille sur la culture stratégique de la société québécoise et des Premières Nations au Québec, sur leur perception de la guerre et des questions militaires, puis de l'institution militaire qu'est l'armée. Là. Donc, la perception à la fois de la société québécoise puis à la fois des Premières Nations. Alors, la guerre, j'ai le feeling que ça va être semblable, mais différent. Non, on commence à voir les divergences. Là. De toute façon, on les a déjà évoquées ici. Je renvoie tous ceux et celles qui nous écoutent aux deux participations de Médéric. Puis on va très certainement en avoir une autre très bientôt. Oui, bien justement, parlons des prochaines semaines, des prochains épisodes. Ben justement, ce soir, aujourd'hui, on va parler de la bataille d'Austerlitz. Que c'est du côté militaire. Et puis, dans quelques semaines, on va recevoir le prof d'histoire, alors Marc-André Larocque, qui va venir parler avec nous de la conquête
pendant la Nouvelle-France. Alors, c'est pas mal un mois. Les prochaines semaines seront très militaires. Alors, ça va vraiment avec l'année 2024 qu'on va avoir. Alors, très, très, très militaire. Malheureusement. Mais autant les faire maintenant, tous nos épisodes historiques, parce que j'ai l'impression Avant que ça se mette à péter de partout. Ouais, on va avoir une longue année 2024 probablement. Ouais, je pense que cette année, sur la Terre des Hommes, il va y avoir beaucoup d'épisodes sur l'actualité. C'est sûr qu'on va rester le plus possible dans l'histoire, mais quand même. Je veux saluer les gars avant de commencer, nos membres Patreon qui sont avec nous parce qu'on enregistre seulement devant eux ce soir. Alors, salut à vous. Il y a Facebook User, malheureusement, que je ne sais pas ton nom. On ne voit pas ton joli minois, mais je te salue. Florence Bernard aussi qui est là. Salut Florence. Et puis, il y en a aussi quelques autres que je salue également. Bon, là, les gars, on va parler d'un sujet, d'un vrai... J'avais vraiment hâte de parler de ça. On en parle depuis plusieurs semaines. Avant Noël, on parlait de ça. Pas mal dans le temps où est-ce qu'on annonçait la venue prochaine du film Napoléon de Ridley Scott. Est-ce que vous êtes allé voir Napoléon de Ridley Scott? Non. On n'est pas allé le voir. Moi, la critique m'a convaincu de sauver mon argent puis surtout mon temps. Ça s'est tellement fait démolir. Moi, il y a une scène que j'ai vue, la scène des pyramides, là, qui a été reprise par beaucoup. Ça m'a montré à quel point la liberté artistique en histoire ne devrait pas s'appliquer. À moins que tu me dises que tu fais une fiction sur Napoléon, mais tu ne me vends pas un film comme étant une représentation historique quand ça ne l'est pas. Mais par exemple, il faut dire, Joe, que Ridley Scott n'a jamais prétendu qu'il faisait un film biographique sur Napoléon. Ça, il l'a dit en entrevue, qu'il n'a jamais prétendu faire un film biographique, mais il prenait Napoléon comme personnage, dans le fond. C'est clairement, tu sais, il y a des... Je pense qu'il y a des points historiques véridiques. Mais sinon, là, c'est une fiction dont le personnage principal, c'est Napoléon. Être un Français, je serais un peu en rogne, honnêtement. Avec raison. Un de mes personnages historiques forts comme ça, en faire une fiction de la sorte. Mais il faut dire aussi, puis on se le disait, Joe, parce qu'on voulait aller voir le film ensemble il y a plusieurs semaines à sa sortie, dans le fond. On voulait aller voir ça à Rouen puis faire un podcast après, un peu comme on avait fait avec Oppenheimer. Mais finalement, il y a eu des empêchements puis on n'est pas allé ensemble. Fait que finalement, je suis allé vendredi dernier seul. C'était la première fois que j'allais au cinéma seul. C'est vraiment étrange comme sensation. Est-ce que vous êtes déjà allé au cinéma tout seul? Pas en compagnie? C'est une activité sociale pour moi. Moi aussi, j'étais mal. Avant de partir de chez nous, je parlais avec Malon, c'est comme... Je me sens pas bien d'aller au cinéma tout seul. Ça fait un peu étrange, mais en même temps, tu sais, c'est... Et pourtant, il y a des gens qui adorent ça. Ouais, je la catch pas. Parce que moi, de mon côté, j'ai vraiment pas apprécié. C'est plus le fun d'être avec quelqu'un, même si on jase pas pendant le film, tu sais, au moins, tu es accompagné, tu n'as pas l'air loser tout seul. Mais moi, c'était par choix. C'était par choix. Mais le film Napoléon, on se disait justement, je voulais dire ça, Joe, mais on pensait que c'était un film vraiment ayant comme trame de fond l'histoire d'amour entre Joséphine et Napoléon. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. La relation conflictuelle entre Joséphine et l'empereur qui devient maintenant redondant. C'est vraiment... Dans le fond, la trame de fond, je ne sais pas si j'ai dit la trame de son, mais la trame de fond, c'est vraiment, comme j'ai dit, la relation conflictuelle, la recherche, le désir profond de Napoléon d'avoir un héritier mâle que Joséphine n'a jamais été en mesure de lui donner. Arrive le divorce parce que justement, il n'y a pas d'héritier, etc. Et puis, il y a vraiment, ça devient lourd à un moment donné. Puis la scène, comme tu as dit, Joe, qu'on voit dans le preview, sérieusement, avoir été responsable de faire le preview, justement, j'aurais jamais mis cette scène-là parce que justement, t'écœures le monde qui connaisse un peu l'histoire. La bataille des pyramides, que Napoléon a appelé comme ça, mais qu'ils ne se sont jamais battus près des pyramides, qui étaient à 1 kilomètre. OK, qu'il a envoyé un coup de canon dans le top de la pyramide de Khéops. C'est complètement surréaliste, ça n'a aucun bon sens. Et plusieurs éléments comme ça aussi, dont la bataille d'Austerlitz que j'aimerais vous présenter. C'est quand même un... c'est un podcast, on s'entend qu'on a le temps, là, mais c'est un bon 7 minutes que j'aimerais tantôt vous présenter. Dans le fond, c'est la bataille d'Austerlitz, version Napoléon de Ridley Scott.
J'aimerais t'entendre, Stéphane, tantôt là-dessus. Oh oui, on va en parler. Je l'ai sorti. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais exactement comme Joe. Je n'ai pas été voir le film, j'irai pas, puis je l'aime pas. Mais honnêtement, moi, parce que, comme j'ai dit avant d'enregistrer, on jasait. Je pense que tu étais parti, Stéphane, je crois, mais j'ai dit à Joe, tu sais, pour un film de 2h40, 2h40, tu peux en dire des affaires, là, mais c'est tellement pas assez 2h40 pour expliquer le contexte, tu sais, de la Révolution, puis après ça, de l'arrivée de Napoléon, pourquoi qu'il va faire sa campagne, la campagne de Russie, la bataille d'Austerlitz, justement, le siège de Toulon, etc. Il n'y a aucune mise en contexte. On te pitch ça à l'écran. Ça, c'est la campagne de Russie. Tu les vois arriver dans Moscou. Là, spoiler alert, là, okay, parce que je parle du film de Napoléon de Ridley Scott, là, mais tu les vois arriver dans Moscou. Il n'y a personne. Ils cherchent le monde. 2 minutes plus tard, ils se couchent. Là, pendant la nuit, ils se fait réveiller parce que la ville est en feu, puis ils s'en vont, puis ils meurent de faim puis de frette. Il n'y a aucun contexte. J'ai l'impression que c'est le genre d'affaire que tu aurais dû faire une série au lieu d'un film. Exactement. Moi, j'aurais fait une série de, mettons, comme la série avec Christian Clavier que tu vas nous parler tantôt, Stéphane. J'aurais pris une série de, mettons, de 10 épisodes d'1 heure et quart, puis là, tu aurais pu justement expliquer, tu sais, avec justement les moyens qu'on a aujourd'hui de faire des. Les scènes de bataille, par exemple, sont vraiment extraordinaires, surtout celle de Waterloo, celle de la fin. Là. Côté visuel, c'est un beau film, mais côté historique, c'est affreusement moche. On va se le dire. Mais quand même, moi, je vous encourage à l'écouter pour vous faire à aller le regarder, c'est-à-dire pour vous faire votre opinion. Mais moi, personnellement, c'est un divertissement, rien de plus. J'ai rien appris sur Napoléon. Au contraire, tu désapprends plus que tu apprends. Je vais attendre qu'il passe à TVA. J'allais dire, voyons, comment ils appellent ça la TVA le dimanche matin, le cinéma au lit. On avait, je sais pas si Radio-Canada a encore ça, ça m'étonnerait, mais les grands films qui étaient le jeudi soir. Là, il y a des Louis de Funès, je pense. Ben, t'imagines, cinéma au lit, puis tu vois pendant la campagne, pas la campagne, mais le siège de Toulon, un cheval qui reçoit un boulet de canon en plein chest. Ça réveille. Ça réveille. Alors voilà, ça c'était plus pour le film de Napoléon. Un peu mon éditorial sur le film de Napoléon. Je vais faire une chronique historique. Là, pour ceux qui ne sont pas patrons, vous ne l'entendrez pas. Ben, peut-être dans 2 ans, vous allez l'entendre. C'est la chronique numéro 96. Alors, bonne chance. Parce que là, dans le feed RSS de Sur la Terre des Hommes, on est à 42. Fait que vous allez attendre un bon 2 ans pour l'entendre. Mais par quoi voulais-tu commencer, mon cher Stéphane? Est-ce que tu veux qu'on regarde des extraits vidéo? Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu tranquillement? Je te laisse aller. Là. Donc, c'est ça. Le thème ce soir, on va le rappeler, c'est la bataille d'Austerlitz. Et pour se mettre en contexte, il y a un mois et demi, 2 mois, je pense en novembre 2023, qu'on avait fait une émission sur la bataille de Trafalgar. Oui. Là, on a pas mal stické ces batailles là, ici, finalement. Puis ce soir, donc, on va aborder la bataille d'Austerlitz, puis la raison pour laquelle on va en parler, en fait, qu'est-ce qui est intéressant avec cette bataille-là, c'est que c'est considéré comme, on pourrait dire, la quintessence ce qu'on appelle le génie militaire de Napoléon. C'est-à-dire l'événement dans lequel, apparemment, puis je vous le dis tout de suite, je casse le punch, je suis très sceptique, puis je vais vous dire pourquoi tantôt, mais que l'esprit, le génie militaire de Napoléon s'exprime le mieux parce qu'il fait faire à ses ennemis, à ses adversaires, exactement ce qu'il veut qu'il fasse et les choses se déroulent exactement comme il les avait calculées. C'est le plan qu'il a fait. Mais faire des diversions incroyables. La bataille, vous allez voir à soir, la bataille d'Austerlitz, c'est du pur génie. Enfin, la manière dont on la raconte, et c'est ça le deuxième niveau d'intérêt, que moi je trouve là-dedans pour avoir justement eu à quelques reprises l'occasion de travailler dessus, c'est que quand tu accroches, tu dis, il y a des petits détails qui dans la manière dont on se raconte aujourd'hui l'histoire, des petits détails qui ne fonctionnent pas. Pas comme dans un film où tu dis ça te gosse, mais tu dis non,
ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a trop une part de hasard, puis il y a trop une part Circonstanciel. Ouais, c'est ça. C'est qu'il a pris, dans le fond, Napoléon a pris des risques absolument énorme en menant cette bataille-là. J'ai l'impression qu'elle a été réécrite par la suite, ou la manière, c'est même les officiels français, l'histoire officielle française l'a réécrite pour lui donner ce sens absolument extraordinaire. Elle va avoir des conséquences politiques aussi. On va y revenir tantôt aussi. Ça change la dynamique de la guerre à ce moment-là. Autre point d'intérêt aussi pour nous, quand on se met en parallèle avec l'émission qu'on a faite sur la bataille de Trafalgar, c'est 2 événements à peu près simultanés. C'est-à-dire que Trafalgar a lieu le 21 octobre 1805. Austerlitz a lieu 2 mois plus tard, donc le 2 décembre 1805. Et avec Trafalgar, un truc qu'on avait dit ici, c'est que ça consacre la puissance de la marine britannique. La marine britannique va régner sur les mers pendant un siècle. Après ça, elle va dominer complètement les océans. Et on va dire de la Royal Navy que c'est le summum ou le pinacle de la meilleure marine, une des meilleures marines dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à temps que les U-boats arrivent, dans le fond. Oui, jusqu'à la rivalité, la course aux armements avec l'Allemagne, puis la Première Guerre mondiale, où là, à partir de la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont des rivaux. Mais entre Trafalgar jusqu'à la fin du 19e siècle, les Britanniques n'ont aucun rivaux sur les mers et c'est eux qui contrôlent les océans du monde. Et au même moment, donc à 2 mois près, l'armée française va être consacrée comme la meilleure armée au monde. C'est-à-dire, pas dans l'histoire, mais à ce moment-là, avec la bataille d'Austerlitz, on va dire, la grande armée de Napoléon est une force absolument invincible qui réussit à se tirer des situations qui auraient été impossibles à qui que ce soit d'autre de gérer. Et Austerlitz va passer comme ça dans la légende, littéralement. C'est fortement associé à la légende de Napoléon. Et d'ailleurs, dans le film de Ridley Scott, il y a un autre exemple épouvantable d'exagération puis de tout crocherie là, qui fait que le film n'est pas crédible. Là. Ils vont encore plus romancer la bataille qu'elle est. Dans le fond, ce que je comprends, Stéphane, c'est qu'on est rendu presque dans le mythe plutôt que dans la réalité avec cette bataille-là. C'est ce que moi. C'est-à-dire, oui, la bataille a réellement eu lieu. Elle se termine par une victoire écrasante de la France, mais on l'a encore plus embellie. Et en ce sens-là, tu as raison de parler de mythe. Moi, je pense que c'est un des grands mythes de la culture stratégique française, que Austerlitz représente le chef-d'œuvre. La quintessence de la victoire. Et de la grandeur de la France. Oui. C'est la victoire parfaite, celle-là, puis il y en aurait quelques autres comme ça qu'on pourrait trouver dans l'histoire de l'humanité, mais elle passe au stade suprême. Elle va laisser des traces dans la philosophie militaire aussi, au sens où les guerres napoléoniennes vont laisser cet héritage qui existait déjà avant, c'est-à-dire que le concept existait déjà, mais la notion de bataille décisive. C'est une espèce de fantasme que surtout les Occidentaux, nous, on cultive, qui veut qu'on soit capable de régler une guerre par une grosse bataille dans laquelle tu assommes tellement ton adversaire qu'il ne se relève plus, que c'est fini. C'est vraiment, et ça va teinter toute la stratégie militaire du 19e et du 20e siècle. Et Austerlitz, justement, représente la perfection en ce sens-là, où tu as une bataille qui achève la guerre d'un coup. En fait, ce n'est pas la seule de cette guerre-là, mais le coup que Napoléon donne aux Autrichiens puis aux Russes va faire que les Autrichiens vont capituler puis les Russes vont s'enfuir. À toute fin pratique, ça règle la guerre. Ce qui n'est pas le cas dans les faits, parce que 6 mois plus tard, la guerre va reprendre contre la Prusse et la Russie encore, mais l'idée demeure là. Et quand un philosophe comme Karl von Clausewitz va penser la stratégie, et notamment la stratégie de Napoléon, il va sortir ce concept de bataille décisive comme étant ce qu'on doit rechercher quand on fait la guerre. Quand tu mènes une guerre, tu dois localiser les forces de l'ennemi, puis tenter de les détruire par un seul coup, si possible, puis régler le conflit. Est-ce qu'on peut dire, Steph, qu'avec la bataille d'Austerlitz, Napoléon va assommer l'Autriche? Carrément, les Autrichiens vont capituler. Ouais. Après cette bataille. Ils ont déjà subi une grosse défaite avant, on va en parler tantôt, mais là, à ce moment-là, l'Autriche sort
de la coalition qui s'est formée contre Napoléon, parce qu'elle est complètement à genoux. Une des conséquences de cette bataille-là. Je t'écoute parler, Stéphane, de la façon dont tu dis la bataille décisive. On jurait un copier-coller de The Art of War, le livre sur les stratégies militaires qui date de plusieurs... Napoléon, c'était un de ses livres de chevet. Parce que dans le fond, selon l'art de la guerre, c'est de combattre le moins possible, mais le plus efficacement. Donc, tu limites le nombre de combats pour que ceux qui sont des vraies batailles sont payantes et sont efficaces. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc, c'est de trouver la meilleure façon de compromettre le moins possible ton armée, mais pour gagner le plus sur ton adversaire. Donc, je trouve qu'il y a peut-être un lien à faire. Comme tu disais, justement, Napoléon, il aimait beaucoup ce livre-là. Donc, on voit que les choses ne changent pas tant que ça en 2000 ans. Mais Clausewitz puis Machiavel sont beaucoup plus radicaux que Sun Tzu. Sun Tzu est très nuancé dans son propos, alors que la notion de victoire, de bataille décisive, telle qu'elle s'inscrit dans la culture occidentale, elle est beaucoup plus radicale que tout ce que tu peux trouver chez Sun Tzu. Mais oui, on peut faire des parallèles, oui. Mais même la notion de bataille décisive est très occidentale. Ça ne fait pas partie de la culture. Je comprends. C'était plus au niveau de l'économie des forces, de maximiser, de trouver vraiment la bataille parfaite, on va dire, et non la bataille décisive. Oui, on pourrait dire comme ça, tout à fait. Mais c'est l'art de la guerre, pas de Sun Tzu, par exemple, mais de Machiavel qui était une des lectures de... probablement qu'un a inspiré l'autre. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout Machiavel était un penseur que Napoléon... Ouais, mais je vais te dire, l'art de la guerre est tellement plate à lire, puis il est tellement pas du calibre d'un autre livre de Machiavel qu'on connaît tous, là, qui s'appelle Le Prince. Et si vous voulez lire du Machiavel, allez plutôt, avant de lire l'art de la guerre, qui est insipide, là, le discours sur la décade de Tite-Livre est pas mal plus intéressant quant à moi. Okay. Mais bon, on s'éloigne. On digresse. Est-ce que tu voulais nous parler de Napoléon, le personnage? Qui est Napoléon? Un peu sa personnalité? Est-ce que... On l'avait déjà présenté dans le premier épisode qu'on a fait sur les guerres à Trafalgar, mais on avait fait aussi un autre épisode sur Napoléon. On parlait de son rôle comme chef de guerre. Ouais, c'était notre premier épisode sur Napoléon, c'était, si je me souviens bien, Napoléon, qui était-il? On en a parlé. Oui, j'avais oublié ça. Oui, c'est ça fait longtemps. En fait, tellement. Ouais. Mais Napoléon, pour vous dire, c'est le dernier grand chef occidental qui va vraiment combiner le rôle de dirigeant politique et de chef militaire sur le terrain. À partir de ce moment-là, à partir du 19e siècle, il y a une séparation de plus en plus claire entre le politique et le militaire. Tu vas retrouver des exemples, comme par exemple Hitler se mêlait de la conduite quotidienne de la guerre. Mais Hitler n'allait pas au front. Napoléon, donc, c'est le dernier des grands dirigeants qui va mener son armée personnellement, plutôt que la confier à un général puis lui donner une mission. Là. Et sa carrière, on l'a dit dans le premier épisode sur Napoléon, sa carrière, elle est intimement liée à la guerre. Le fait qu'il accède au pouvoir, puis le fait qu'il consolide son pouvoir comme ça, est lié au fait d'abord de ses succès militaires. Il va avoir beaucoup d'accomplissements politiques au cours de sa carrière, mais c'est d'abord la guerre qui l'amène au pouvoir et c'est la guerre qui lui permet en grande partie de se maintenir au pouvoir. Et ça, oui. C'est fou, Steph, hein, mais en même pas une vingtaine d'années, il a fait quasiment une centaine de batailles, Napoléon. Oui, en fait, le décompte que je vois, c'est entre 45 et 60 ou 70 batailles dans lesquelles il commande personnellement. Oui, c'est ça. Parce que la plupart des généraux qu'on associe à des grandes batailles ont commandé dans 2, 3, 4 batailles. Napoléon, lui, il commande écoute, on va dire 60 là, de mémoire. Et un bon 2 tiers de ces batailles-là sont des victoires tactiques. Plus rarement des victoires stratégiques, mais certaines victoires particulièrement impressionnantes, comme celle d'Austerlitz. Mais n'oubliez pas, à la fin, il perd. En fait, la bataille de Waterloo est beaucoup plus importante au sens de l'histoire, et la bataille de Trafalgar aussi, sont beaucoup plus importantes que ne l'est Austerlitz. Austerlitz, c'est plus le symbole, alors que Trafalgar et Waterloo vont avoir des conséquences politiques durables sur l'histoire de l'Europe. Surtout Waterloo, que c'est la dernière, puis c'est la fin. Ça sonne le glas de Napoléon, on s'entend. Ouais.
Alors qu'Austerlitz n'a pas ces conséquences-là. C'est-à-dire qu'Austerlitz ne signifie pas que l'Autriche va disparaître complètement après ça. Au contraire, les Autrichiens vont rentrer en guerre à nouveau contre Napoléon à 2 reprises, donc en 1809 puis 1813 contre la France. L'Autriche n'est pas complètement sortie du jeu. Là. Exact. Est-ce que tu voulais qu'on présente des cartes? Est-ce que tu voulais qu'on commence à parler de la bataille en tant que telle? Ou Je vais vous amener d'abord le contexte. Et là, je vais répéter un peu des trucs qu'on s'est dit sur la bataille de Trafalgar parce que les deux événements sont parallèles. Okay? Ils ont la même origine. C'est-à-dire qu'on se retrouve au début de la période Napoléon, en fait, avant même que Napoléon soit empereur, parce qu'il devient empereur en décembre 1804. La guerre entre la France et l'Angleterre, c'est quelque chose qui est presque constant tout le long du 18e siècle, même en fait, on pourrait remonter au 17e siècle. C'est comme ça que le Canada va passer aux mains de l'Angleterre, de l'Empire britannique pendant la guerre de 7 ans. En fait, tout le long du 18e siècle, vous avez des guerres entre la France et l'Angleterre. Puis pour moi, les guerres napoléoniennes et les guerres de la Révolution française, dans sa partie contre l'Angleterre, ce n'est juste que la poursuite d'un phénomène qui dure depuis 100 ans. C'est juste le dernier épisode, en fait, on pourrait dire, dans cette série de guerres entre la France et l'Angleterre. Au moment où Napoléon prend le pouvoir, en fait, on est encore en guerre contre l'Angleterre. En fait, il y a une courte paix qui s'installe entre 1802 et 1803, mais dès 1803, on repart pour un autre épisode dans la guerre entre les deux. Puis Napoléon décide que là, ça va faire, là, on règle ça une fois pour toutes. Fait que son idée, c'est de masser toute l'armée française le long des côtes nord de la France, le long de la Manche, qui est l'étendue d'eau qui sépare la France de l'Angleterre. Puis il se dit, si on est capable de tenir la Manche pendant 4 jours ou quelques jours pour faire traverser l'armée, les Britanniques n'ont rien à nous opposer. On marche sur Londres, puis on capture littéralement l'Angleterre. Les Britanniques en sont bien conscients. Et ils ont 2 atouts qui vont jouer contre Napoléon. Quand on a vu la bataille de Trafalgar, on a vu le premier de ces atouts-là. C'est la Royal Navy ou la marine britannique. Et c'est elle qui empêche Napoléon de traverser la Manche pour envahir l'Angleterre. Et la bataille de Trafalgar, c'est dans le cadre d'une des tentatives de Napoléon pour éloigner la marine britannique pendant quelques jours puis pouvoir traverser. Et on l'a vu dans l'autre épisode, ça ne marche pas. Donc, Napoléon n'aurait pas pu traverser pour envahir l'Angleterre. Mais la deuxième partie de la stratégie des Britanniques que j'avais laissée de côté dans l'épisode sur Trafalgar, on va le voir ce soir, c'est l'argent. Les Britanniques en ont. Ils ont tout un réseau commercial. Ils en arrachent un peu dans cette période-là de l'histoire, mais quand même, ils ont quand même beaucoup d'argent. Et leur stratégie, leur deuxième volet de la stratégie, c'est de dire, on va payer les autres États européens, surtout les États qui sont des monarchies qui s'opposent à Napoléon, qui s'opposent dans le fond à la France de la Révolution. On va leur donner de l'argent pour qu'ils déclarent la guerre à la France de Napoléon. Comme ça, on va distraire les Français. Les Français n'auront plus le temps ou n'auront plus les ressources pour nous envahir. Et c'est ce qu'ils vont faire. En 1805, ils vont donner de l'argent à la Russie, ils vont donner de l'argent à l'Autriche, et au cours de l'été 1805, la guerre entre l'Autriche et la Russie d'une part et la France de l'autre recommence à nouveau. Et c'est ce qu'on va voir, donc, comment cette distraction-là qui se produit oblige Napoléon à quitter les côtes du nord de la France pour aller affronter la menace posée par les Autrichiens puis par les Russes. C'est un solide plan pour les Britanniques, ça? C'est extrêmement rusé, je veux dire, en termes de stratégie politique puis en termes de stratégie militaire, il faut leur donner ça. C'était brillant comme plan, pour éloigner la menace. Ils ont littéralement créé un front de l'autre côté. Tu sais. Les Britanniques le savaient. S'ils perdaient le contrôle de la Manche, s'ils perdaient le contrôle des voies maritimes, il était fait. Il n'y avait pas d'armée britannique digne de ce nom pour s'opposer à l'armée française. Là. Imaginez-vous si Napoléon avait conquis
la Grande-Bretagne. Ça a été complètement Fait que fou. finalement, il a juste fait un blocus. Oui. En fait, il a dû se résoudre à faire ça, C'est c'est-à-dire ça. d'interdire à tous aux produits britanniques, qui étaient la puissance industrielle et la puissance commerciale de l'époque, d'entrer dans les ports européens qu'ils contrôlaient en espérant étouffer l'économie britannique. Oh, c'est. Il y a un silence parce que. Excuse-moi, C'était excuse-moi, silence de verre d'eau. c'est ça. Fait que donc, on en est là. OK? C'est déjà, vous voyez, au plan stratégique, c'est assez Ça brillant commence, ce que vont ça. faire les Britanniques. Mais là, on va voir, et on a vu l'autre fois dans l'épisode sur Trafalgar, que la marine française va se faire, mais littéralement dégommer par les Britanniques à Trafalgar, justement. Les Français ne s'en relèveront pas de toutes les guerres napoléoniennes. Mais pendant ce temps-là, au même moment, comme je le disais tantôt, les Français vont montrer comment ils sont capables de manœuvrer dans des forces terrestres, comment l'armée française, l'armée de terre française, va dominer tous ses adversaires pendant plusieurs années en Europe. Première partie, qui est vraiment, déjà en soi, qui est extrêmement impressionnante, c'est qu'à la fin du mois d'août 1805, Napoléon ordonne à son armée de lever le camp, aller donc toujours sur le bord de la Manche, de lever le camp, de traverser la France d'ouest en est et d'aller jusqu'en Allemagne pour affronter l'armée autrichienne qui s'en vient. Et derrière les Autrichiens, beaucoup plus loin, vous avez 3 armées russes qui se sont mis en marche pour venir aider les Autrichiens. Première chose que Napoléon doit faire, il faut qu'il prenne de vitesse les Russes et battre les Autrichiens avant que tout ce beau monde-là se mette ensemble. T'sais. Et pourquoi cet épisode-là est absolument extraordinaire? C'est que Napoléon va faire marcher ses soldats, mais en quelques semaines, ils vont partir du nord complètement de la France, vont traverser le Rhin, vont traverser la Bavière et vont surprendre, mais totalement les Autrichiens qui ne les attendaient absolument pas parce qu'ils se disaient qu'ils sont à l'autre bout de la France. Ça va prendre encore quelques semaines. On a le temps en masse. Non, du jour au lendemain, les soldats de Napoléon qui ont marché pendant des semaines, des centaines de kilomètres, vont surprendre complètement les Autrichiens, vont encercler la première armée des Autrichiens qui est complètement médusée, qui ne comprend absolument pas ce qui se passe, et vont capturer quelque chose comme 30 ou 40 000 soldats autrichiens au cours de... C'est même pas une bataille, c'est une manœuvre. Il n'y a presque pas d'affrontement armé. Les Français vont encercler simplement les Autrichiens. T'sais. Exactement. On va le voir tantôt, justement. Je ne sais pas si c'est dans ton extrait vidéo, il l'a, mais on peut le voir aussi dans l'extrait du film de Napoléon. C'est vraiment tactique. Là. Même si, vous allez voir, c'est vraiment pas véridique, là, l'extrait du film. Là. Mais tu vois vraiment le côté tactique de Napoléon. OK, let's go. Là, c'est l'infanterie après ça, l'artillerie. C'est quand même quelque chose. Mais il faut dire que, juste pour compléter, Stéphane, tu disais qu'ils ont marché des centaines de kilomètres. Il faut dire que l'armée napoléonienne, comment je dirais ça, elle voyage quand même légèrement. Un soldat a son sac avec tout ce qu'il faut dedans. Les canons sont facilement, et on peut facilement les déplacer, contrairement à d'autres types de canons. Bien ceux-là, les mortiers aussi, c'est très, très facilement déplaçable. On parlait d'environ entre 35 et 40 km par jour que l'armée napoléonienne peut faire. Là. C'est quand même une distance assez incroyable là, par jour avec une armée. Là. Là, c'est pas une marche toute seule. Là. Essayez juste d'aller marcher 40 km dans une journée. Non, là, c'est une armée complète là, de minimum. Là. Oui, on parle d'à peu près l'armée qui se dirige vers l'Allemagne. Donc, en août 1805, c'est 160 000 soldats, je pense. Des forces qui vont s'étioler, on va le voir tantôt. Mais, en fait, en disant ça, Jay, en fait, tu soulignes en fait, un truc important, c'est que l'armée de Napoléon, elle est très différente de toutes les autres armées européennes, dans le sens où c'est une armée qui a été créée par la Révolution française. Et l'armée de la Révolution française, elle fonctionne sur une base très différente de toutes les autres armées européennes. Dans les autres armées européennes, être un soldat, c'est vraiment une malchance. Là. Tu ne veux pas être soldat dans l'armée autrichienne ou dans l'armée russe, au sens où tu es très mal payé, tu es forcé d'y aller et tout ça. Alors que l'armée issue de la Révolution, elle est en grande partie constituée de gens qui ont quelque chose à défendre, c'est-à-dire les acquis de la Révolution. On ne veut pas que les monarchies d'Autriche, de Prusse ou de Russie viennent briser les acquis de la Révolution, qui vont être
largement conservé sous Napoléon. Et donc, il y a une motivation à se battre que les autres soldats n'ont pas. Et grâce à ça, ça va permettre d'avoir une armée qui est beaucoup plus flexible parce que la principale préoccupation des armées européennes de l'époque, c'est de surveiller les soldats pour pas qu'ils se sauvent. C'est d'éviter la désertion. Ah ouais. Fait que tu peux pas faire des grandes marches, tu sais, où l'armée s'étire. De tu sais. nuit ou. C'est ça! Parce qu'il faut toujours que les officiers soient sur le dos des soldats pour éviter qu'ils s'enfuient ou qu'ils désertent. Alors que Mais l'armée eux, française a beaucoup moins ce problème-là, à l'époque en tout cas. parce qu'ils veulent défendre justement les acquis de la Révolution, durement acquis avec la terreur, etc. Oui. Et aussi, en même temps, ils sont très motivés par le fait que Napoléon donc, a déjà eu le temps de prouver que c'est un très bon général, avec les campagnes qui ont précédé en Italie, en Égypte, on en a parlé tantôt, et tout ça. Et Napoléon a déjà une aura aux yeux de ses soldats qui sont prêts à faire pas mal de choses pour lui, ce qui n'est vraiment pas le cas du soldat russe ou du soldat autrichien qui va devoir les affronter. Donc, il y a une motivation morale plus importante. Puis, il y a un autre aspect qui est dans l'organisation, c'est que les Français vont innover en constituant une unité qui devient courant par la suite, ce qu'on appelle le corps d'armée. C'est-à-dire, généralement, c'est entre 20 et 30 000 soldats qui sont capables de combattre de manière autonome, qui ont tout ce qu'il faut, que ce soit des canons, que ce soit de la cavalerie et quelques divisions d'infanterie. Et donc, ce qui permet à Napoléon de diviser son armée en 7 groupes autonomes qui chacun vont marcher sur une route différente, en parallèle les uns des autres, puis qui vont être capables de se regrouper assez rapidement pour mener la bataille principale. Alors que les autres armées européennes fonctionnent toujours comme un gros bloc. Elles sont beaucoup plus lentes, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus dépendantes du ravitaillement que va l'être l'armée de Napoléon. C'est une des raisons pour lesquelles les Autrichiens sont totalement surpris de voir les Français arriver dans leur dos au début de la campagne d'Austerlitz. Fait que résultat, jusqu'à date, une armée autrichienne qui est out, une autre armée autrichienne qui est en train de marcher vers Napoléon en panique, 3 armées russes qui sont en marche vers Napoléon. Malgré tout, Napoléon arrive dans la capitale autrichienne, à Vienne, s'empare de la capitale autrichienne, aux grandes dames de l'empereur d'Autriche. Et on en arrive là, fin du mois de novembre, début du mois de décembre 1805. Vous pouvez dire que Napoléon, là, si vous avez à quel moment il a roulé les dés, là, c'est d'abord à ce moment-là. Parce que je vous l'ai dit, il y a l'armée française qui était 160 000 au début, mais plus vous marchez à travers l'Autriche, plus vous êtes obligé de laisser des garnisons derrière vous. Vous ne pouvez pas conserver toute l'armée. Protège ta ligne de ravitaillement. Exactement. Donc, Napoléon a quelque chose comme sous la main au début du mois de décembre 1805. Il est à, je pense, 90 km de Vienne, au nord de Vienne, près d'un petit village qui s'appelle Austerlitz. Il y a à peu près 60 000 soldats sous la main. Il y a devant lui les débris de la première armée autrichienne. Il y a une armée russe au complet d'à peu près 80 000 soldats, pardon. Et il sait qu'il y a une autre armée autrichienne, puis 2 autres armées russes qui sont en marche vers lui. Puis pire encore, l'empereur de Prusse, qui n'est pas en guerre contre la France, lui aussi est en train de se faire acheter par les Britanniques, puis lui aussi est sur le bord de rentrer en guerre. Fait que vous avez, là, le gars, il est coincé avec ses 60 000 soldats contre potentiellement une force de 300 000 soldats. Le 2 tiers de l'Europe. Oui, littéralement. Fait que là, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Je retourne chez nous ou je brasse les dés puis j'espère avoir un double 6? C'est ça que tu espères à ce moment-là. Puis il l'a eu. Il l'a eu dans ce petit village d'Austerlitz. Et maintenant, on va voir comment il va réussir à faire ça. Ce serait le temps d'aller voir le Napoléon de 2003 là, avec Christian Clavier, où on va voir en 2 minutes, il va nous expliquer son plan. On va y revenir tantôt, là, mais lui va nous expliquer, c'est la vision qu'on a généralement du plan de Napoléon. Parfait. Alors, on va écouter ça, un petit 2 minutes, tu dis, et après ça... Ouais, 2-3 minutes. Laissez aller pendant 2-3 minutes. Parfait. Alors, on va regarder ça, on va revenir, on va en jaser, et puis après, on va comparer avec la vision de Ridley Scott. Alors, ça ne sera pas long. Et je sais que pour ceux qui nous écoutent en audio, ça paraît bizarre, mais
les dialogues sont suffisamment explicites pour être capable de suivre. Oui, puis on vous conseille, de plus en plus souvent, on a des images, des vidéos dans Sur la Terre des Hommes. On vous encourage, je vais plugger tout de suite la chaîne YouTube, mais allez regarder sur YouTube ces épisodes-là. C'est quand même très, pas important, mais c'est mieux qu'avoir juste le son, on s'entend. Alors, on écoute ça. C'est parti. Jay, rouvre ton micro, on a perdu le son. Je reconnais bien là, Colincourt. Parce que vous êtes remarqué que vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir toiser les gens de haut. Sire, tous les manuels militaires s'accordent pour affirmer que la meilleure position pour livrer bataille est sur les hauteurs. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Au fait, où sommes-nous? Austerlitz, sire. Eh bien, messieurs, Austerlitz donnera donc tort au manuel cher à monsieur de Colincourt. Nous offrirons les hauteurs à nos adversaires cette fois. Je vais leur laisser occuper le plateau de Pratzen. Pour qu'ils puissent mieux fondre sur nous. Non, pour qu'ils croient pouvoir fondre sur nous. La route de Vienne, mes amis, que nous contrôlons. Alors, essayons de nous placer du point de vue de l'ennemi. À votre avis, à quoi va-t-il surtout consacrer ses forces? À reprendre cette route et nous couper de nos arrières. Bien vu de l'ennemi. Qu'ils essaient seulement. On va se mettre en travers de leur chemin et les empêcher de passer, avant même qu'ils aient pu faire un pas. Non, c'est moi qui t'arrête, Murat. Cette route, nous allons leur faire croire que nous l'abandonnons. Nous allons faire mine d'être effrayés par la puissance de feu ennemi et nous reculerons. Ce qui encouragera l'ennemi à avancer. Et pour avancer, il devra dégarnir en partie le plateau de Pratzen, au pied duquel attendra notre aile droite, laquelle commencera par reculer. Reculer, encore? Non, juste de quoi laisser l'adversaire s'enfoncer dans le piège, car c'est bien un piège qu'il s'agit. Une fois que nous sentirons l'ennemi sûr de lui, trop sûr de lui, nous cesserons de reculer. Bernadotte et Soult attaqueront le plateau de Pratzen. Tandis que là, toi, Murat, vous nous prendrez tous Beaumont d'Arvert. Ça a l'air tellement simple. C'est simple. C'est pourquoi c'est un para. Maudit brouillard, sire. Bienheureux brouillard, au contraire. Il empêche les Russes et les Autrichiens de repérer nos positions et de voir nos régiments se rassembler dans la plaine. À toi de jouer, Davout. Profite de cette brume pour te rapprocher au plus près du corps d'armée de Kutuzov. Très bien, sire. Et moi, sire. Donnez-moi 10 minutes et je m'empare du plateau de Pratzen. Eh oui, Soult, j'y compte bien. Attends seulement que la brume se dissipe. Le soleil va sortir, je le sens. Il va venir. On se connaît bien, le soleil et moi. Et le soleil maintenant? Le brouillard était pour le piège. Le soleil sera pour la victoire. Sa lumière, en révélant brusquement à l'ennemi que nous sommes plus près de lui qu'il ne le pense, va lui faire perdre de son arrogance. Le soleil, sire. Salut le soleil. Ils y voient un bon présage. Moi aussi. Messieurs, la grande armée passe à l'attaque. Et musique en tête, à présent que nous n'avons plus à nous cacher. Soult! Rétablir la charge, sire. On va l'arrêter à partir d'ici, Jay, parce que ça devient assez confus là, si on n'a pas une idée claire de ce qui se passe. C'est très intéressant parce que c'est exactement ça. C'est bien expliqué, c'est ça qui s'est passé. Dans le fond, de laisser le plateau de Pratzen aux Autrichiens pour faire accroire qu'ils ont la supériorité à cause qu'ils sont en hauteur. Un peu comme Obi-Wan Kenobi avec Anakin Skywalker. Ben tiens, maintenant donc l'image numéro 1, on va voir de quoi ça a l'air, la disposition là, des armées l'une face à l'autre au matin du 2 décembre. Alors, si vous vous demandez c'est où Austerlitz aujourd'hui, je pense que c'est en République tchèque, si je me trompe pas. Alors, voilà la carte. Est-ce que vous la voyez, oui? Oui, très bien. Je la décris en fait pour ceux qui nous entendent encore en audio. En bleu, vous avez à gauche ici l'armée française et en rouge,
Sur les hauteurs, qui sont ici symbolisées là, par des lignes, vous avez l'armée russe. Je vous dis tout de suite, la différence, en fait, les Russes ont 85 et 90 000, les Russes et les Autrichiens, pardon, ensemble, ont 85 à 90 000 soldats. Les Français ont à peu près 60 à 60, je pense que le chiffre, c'est 72 000 soldats. Donc, il y a une infériorité numérique, pas aussi extraordinaire qu'on pourrait le croire, mais quand même, il y a une infériorité numérique des Français. Ce qui est important de retenir, Napoléon, le Christian Clavier l'a dit dans le petit extrait, la ligne de communication des Français, ce qui leur permet de recevoir du ravitaillement, ce qui permet les communications. Une ligne de communication, c'est essentiel pour une armée pour pouvoir continuer à combattre. Elle descend vers le sud d'ici. Encore, je décris pour ceux qui ne voient pas, les deux armées sont face à face sur un axe, on va dire nord-sud. Les Français sont sur la partie ouest et les Russes et Autrichiens sont sur la partie est. La ligne de communication des Français, elle descend vers le sud. C'est la route, ce qu'on appelle la route de Vienne, la route qui relie la capitale autrichienne à cet endroit-là. La capitale autrichienne qui est entre les mains des Français, on l'avait dit tantôt. Et ce que le personnage donc, joué par Clavier disait tantôt dans le petit extrait, c'est les Russes vont nécessairement être attirés par cette route qui est au sud de nos positions, qu'ils vont tenter de couper pour nous isoler et éventuellement nous détruire. Et vous voyez, les forces françaises sont disposées d'une manière un peu étrange, sont regroupées vers le nord. Puis il n'y a presque personne le long de cette route qui est pourtant vitale. Alors que les Russes, eux, sont disposés de manière plus uniforme, on va dire, sur la petite colline qu'on a vue tantôt, qui s'appelle le Pratzen, et un peu au nord de cette colline-là. Avec quelques divisions, là, encore je le dis pour ceux qui sont en podcast, allez voir en vidéo, mais avec ces divisions un peu à l'ouest qui est proche de la Forêt-Noire, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Stéphane? Je ne suis pas sûr que la Forêt-Noire. Écoute, je pense pas. Je pense qu'on est assez loin. Là. On est rendu l'équivalent de la République tchèque aujourd'hui. Il me semble que c'est assez éloigné de l'Allemagne. Là. Je confirme que selon Stéphane Roussel, dans Aujourd'hui l'Histoire, ça se passe en République tchèque actuelle. OK. Et je pense qu'on est à 150 km de Vienne, quelque chose comme ça, au nord-est de Vienne. Jay, on va changer d'image. On va aller voir le numéro 2. On va voir le plan. C'est quoi le plan? Non, ça, c'est le 3. C'est pas trop long. Le plan... On est à 130 km au nord de Vienne, selon Stéphane Roussel dans Aujourd'hui l'Histoire. Non, Aujourd'hui l'Histoire. Il y a littéralement... OK, il y a le... Oui, il y a le verbatim, dans le fond, de ton épisode sur Internet. Pour ceux qui nous regardent, vous allez voir, bon, écoutez, j'ai été chercher le plan tel qu'il est reproduit dans un... C'est le seul endroit où j'ai trouvé, en fait, cette description-là du plan. C'est quoi le plan des Russes, d'abord? C'est des Austro-Russes. Ils sont sur la colline, on l'a vu, Napoléon leur a laissé volontairement la colline. Ils voient très bien que la route de Vienne, elle est mal protégée par les Français. Les Français ont regroupé tout le gros de leur force au nord. Il y a quelques régiments qui sont là, mais c'est tellement tentant. Tu dis, OK, si on descend juste 1 kilomètre vers le sud, 1 ou 2 kilomètres vers le sud, on surprend ces faibles forces françaises, on les défonce, puis ensuite, on a juste à se rabattre vers le nord pour encercler le gros de l'armée française. C'est comme trop beau, trop c'est évident, trop tentant. En fait, justement, c'est trop beau pour être vrai, parce que semble-t-il que le plan de Napoléon, c'était justement ça. Le plan de Napoléon lui-même, donc on voit qu'est-ce que les Russes veulent faire. Qu'est-ce que Napoléon va faire? Il anticipe, il compte sur le fait que les Russes vont effectivement se mettre en mouvement, vont lui prêter le flanc, dans le fond. Ils vont devoir pivoter sur elles-mêmes pour descendre vers le sud, descendre la colline, puis défoncer l'aile droite des Français. C'est quoi le plan de Napoléon? C'est du moment où les forces russes vont commencer à bouger et donc à être de côté par rapport à ses troupes à lui, c'est de les surprendre et de les attaquer au moment où elles bougent, au moment où les Russes bougent, et donc de les déstabiliser complètement. Un effet de surprise. Oui,
Et l'effet de surprise, en fait, il va venir en partie de ce qu'on a vu tantôt, le fameux brouillard. Et le plan des Français, c'est qu'une fois qu'ils ont réussi à surprendre le gros des forces russes dans une mauvaise position, ben, ils vont se rabattre soit vers le nord, soit vers le sud pour encercler l'armée russe qui est coupée en deux. Littéralement, le but des Français, c'est on coupe l'armée russe en deux, puis ensuite on la mange en deux bouchées, là, si vous voulez. Fait que ça, c'est le plan de l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit que le plan de Napoléon, la manière, quand c'est présenté comme ça, c'est génial parce que tu dis, il tend un piège aux Austro-Russes, il leur met comme une espèce de chiffon rouge en dessous du nez en disant, venez attaquer mon aile droite, là. Descendez de la colline pour venir attaquer mon aile droite. Et ils vont tomber dans le piège. Et Napoléon, lui, va profiter de cette manœuvre très dangereuse que les Russes sont en train de faire pour leur tomber dessus complètement. Mais c'est risqué. On le voit bien, là. Admettons que les Russes sont un petit peu plus rapides que ça, qui parviennent effectivement à défoncer l'aile droite très faible des Français, puis à se répandre sur les arrières des Français, ben, c'est fini. Là. La bataille elle est complètement perdue pour les Français. Fait que Napoléon compte sur un autre truc, et c'est ça aussi, c'est un autre élément extrêmement risqué dans le plan. C'est qu'il sait qu'il a un corps d'armée. Je vous dis un corps d'armée, c'est on va dire 25 000 soldats sous le commandement du maréchal Davout, qui est en train de s'en venir. Il est sur la route de Vienne. Il est parti 2 jours plus tôt. Il faut qu'il parcourt les 130 km qui le séparent. À pied, là. On parle de 130 km à pied. Il a 2 jours pour le faire. Est-ce que les 25 000 soldats de Davout vont arriver à temps pour participer à la bataille? Et le but, c'est que Davout va arriver in extremis pour renforcer l'aile droite des Français, qui est très faible. On vous l'a dit, Napoléon l'a volontairement laissé très faible. Mais Davout va arriver comme, on espère, en fait, Napoléon espère qu'il va arriver à temps pour verrouiller, pour empêcher les Russes de se répandre sur ses propres arrières. Et c'est ce qui va arriver. Et avant aussi l'arrivée des autres Russes qui s'en viennent. Là. Oui, encore que les renforts des Russes, les 2 autres armées russes qui s'en viennent sont encore très loin. Il y a encore quelques jours devant lui. C'est pour ça qu'il faut qu'il règle ça assez rapidement. Là. Il n'y a pas le luxe d'attendre quelques jours. 130 km en 2 jours. Là. Hey, écoute, à pied, là, tu fais ça à pied avec ton barda. Là. On a beau dire qu'il voyage un peu plus léger que le soldat des autres pays. Le soldat français, il faut qu'il marche. Et c'est ça qui va se produire, c'est que les 2 des 3 divisions du maréchal Davout vont arriver juste à temps pour colmater les brèches qui se créent dans l'aile droite française et va comme bloquer complètement l'avance des Russes. Pendant ce temps-là, deuxième mouvement, Napoléon va faire ce qu'il a dit qu'il a fait. Tiens, on va aller voir l'image suivante, Jay. Excusez-moi, pause verre d'eau. Donc, on va voir le mouvement. Qu'est-ce qui se produit dans les faits? Sur cette carte ici, vous avez toujours les alliés austro-hongrois en rouge et les Français en bleu. Vous voyez donc au sud, vous avez cette mince ligne de soldats français qui est renforcée comme à la dernière minute par les hommes du maréchal Davout. Et plus haut, plus au nord, qu'est-ce qui se produit? Vous avez les forces du centre français, donc qui sont commandées par les maréchaux Bernadotte et Soult, qui ont défoncé, mais qui ont surpris complètement les régiments russes au moment où ils se déplaçaient. Ils leur tombent dessus. Et là, vous avez une espèce de panique qui s'installe du côté des Russes. Les Français vont se rabattre sur toute l'aile gauche des Russes, celle qui essayait de déborder en descendant du plateau. Tout ce monde-là va être, si vous voulez, encerclé par l'armée française. Au nord, vous avez une partie de l'armée russe qui va s'en sortir. Mais toute la partie sud de l'armée russe va se retrouver complètement encerclée par les Français. On parle de presque 80 000 soldats juste sur l'image, si on se fait à ça. Oui, une bonne partie d'entre eux vont s'en sortir. Mais sur les 90 000 soldats de l'armée austro-russe, vous avez à peu près 30 000 prisonniers blessés ou tués. En fait, le tiers
Et ça, c'est énorme. Quand vous parlez dans l'histoire militaire, quand vous parlez des pertes de 30% d'une armée, c'est un bain de sang, là. C'est très rare les batailles où vous vous retrouvez avec des taux de perte aussi élevés. Là, comme à Gettysburg, c'est ce qu'on avait aussi à Gettysburg durant la guerre civile américaine. Vous allez retrouver un taux de perte semblable, mais c'est extrêmement rare. Et à toute fin pratique, le reste de l'armée russe et autrichienne, ceux qui parviennent à s'en sortir, ben, ils sont totalement désorganisés puis totalement démoralisés. C'est plus une question de combat. Dernier point intéressant parce que là, on va venir à quelque chose qui va nous ramener au film que Jay est allé voir. Si vous voyez la carte, vous voyez qu'il y a des points bleus, en fait, des espèces de spots bleus en bas de la carte entre les armées de Napoléon et, en fait, derrière les armées russes. Ce sont des étangs. Pas très profond, pas très gros, mais bon, c'est toute une série d'étangs. Rappelez-vous qu'on est au mois de décembre, donc on peut dire ces étangs-là, c'est pas le froid qu'on a ici au Québec, mais bon, c'est assez pour que ça gèle. Et les soldats russes en panique vont tenter, semble-t-il, de fuir par ces étangs-là. Et on va voir qu'est-ce que c'est apparemment. Toujours, semble-t-il, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, Joe, là, on peut aller voir ton extrait là, du film. Là, je vous avais dit, OK, dans le film, vous allez voir, on dirait que c'est des centaines de soldats austro-russes, justement, qui vont être massacrés. Mais comme tu as dit, apparemment, Steph, mais on parle d'environ, dans la réalité, une trentaine de personnes qui seraient mortes sur ces étangs-là. OK? Ça vaut la peine qu'on écoute l'extrait au complet. Ça dure à peu près, je dirais, 6-7 minutes. Là. OK? On l'écoute parce que ça vaut vraiment la peine. Juste fermer ça, parfait. En espérant pas se faire striker. Alors, voici la bataille d'Austerlitz version Napoléon de Ridley Scott. Alors, on écoute ça. C'est parti. Alors, la brume aussi. Wait. Let them think they have the higher ground. As-tu vu mon gel douche Old Spice Gentleman's Collection? Je l'ai pas vu. Avec une peau aussi douce que du velours de cachemire. Voilà. J'ai ça fait un ad blocker. Ce qu'on voit ici, je ne me trompe pas, c'est la tentative des Russes de défoncer l'aile droite française. Et ça représenterait l'épisode
au cours duquel le centre français défonce le flanc des Russes. C'est drôle, hein, parce que tant les Français que les Russes ont l'accent britannique là-dedans. Hey, c'est donc ben CGI, excusez. Ça, c'est le mouvement de panique qu'on voit chez les forces russes qui sont complètement surprises par l'avancée des sur un Français. lac gelé, là. Uncover the cannon! Finalement, ça ressemble presque à la première scène de Saving Private Ryan. Beaucoup d'explosions, beaucoup d'organes, beaucoup de sang. Vous voyez, là, c'est des centaines de personnes sur l'étang, mais que c'est plus un lac dans le film qu'un étang. Finalement, qu'ils mettent l'accent là-dessus, alors que c'est un épisode absolument mineur de la bataille. Jay le disait, en fait, quand on a fait des recherches archéologiques dans ces étangs-là, je pense que c'est au cours des années 60, ils ont trouvé à peine une vingtaine de squelettes. Là, donc, c'est pas dans ces étangs-là que c'est joué le sort de la bataille, comme on vient de le voir. Et moi, j'ai décroché déjà en regardant les previews, en regardant juste cette partie-là. C'est comme s'il y avait des canons français cachés, camouflés par des bâches blanches, comme s'il y avait une aviation qui pouvait les voir. Mais l'armée française, au moment où elle crève le centre de l'armée russe, elle coupe l'armée russe en deux, elle est en mouvement. Et il n'y a pas de position préparée à l'avance. Ils traînent leurs canons avec eux, puis les quelques canons qui vont tirer sur les étangs comme ça, sont pas en position déjà à attendre depuis des heures. Là, c'est vraiment improvisé là, ce qui se passe au moment de la bataille. Non, je pense que c'est un peu comme le scénario, c'est un peu improvisé. Mais comme tu as si bien expliqué justement dans l'épisode, le point central pour l'armée austro-russe, c'est vraiment le plateau de Pratzen qui est en hauteur. C'est les Français qui ont une division un peu justement d'artillerie en hauteur, mais sinon, ils sont sur un. Ils sont pas en Ils sont hauteur. dans la plaine en face. Là, ils ne sont pas en hauteur, les Français, justement. Là, exactement, qui s'enlignent vers le camp, le camp français, dans le fond, mais c'est ça qui est décevant avec ce film-là. C'est plusieurs petits éléments comme ça qui s'accumulent pendant 2h40. Ouais. Mais pour revenir, pour boucler la boucle, puis pour revenir à ce par quoi on a commencé,
On a vu, là, effectivement, la manière dont je vous ai raconté ça, puis avec les plans, les cartes qu'on a vues, ça a l'air effectivement d'un coup de génie. C'est aussi même l'extrait avec Christian Clavier, le Napoléon et Christian Clavier. Voyez-vous, je laisse mon flanc droit dégarni, j'incite l'ennemi à bouger pour venir m'attaquer sur ma droite. Et du moment, je suis sûr qu'il va faire ça, puis du moment qu'il va faire ça, ben, je vais le surprendre complètement en l'enfonçant de flanc. Je suis assez confiant que mon flanc droit va tenir assez longtemps pour me permettre de défoncer le centre de l'ennemi. Tout ça, ça a l'air vraiment, c'est comme Napoléon commande non seulement à son armée, mais il commande à l'armée de l'adversaire parce qu'il lui fait faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'on a dit, ben là, il faut vraiment que tu sois rendu un génie militaire à un niveau totalement supérieur pour, si tu veux, être capable de faire un plan à la fois simple, mais en même temps aussi dangereux pour l'ennemi, aussi mortel pour l'ennemi. Et c'est pour ça qu'on dit que Napoléon était un grand militaire. Et on dit, tout ça, c'était planifié à l'avance. C'est-à-dire que Napoléon est arrivé, il a vu le terrain, comme dans la conversation qu'on voit dans le premier Napoléon. Il regarde le terrain, il dit, ah ouais, ils vont s'installer là, on va s'installer ici, on va leur faire croire telle chose, puis il va arriver telle affaire, puis le jour de la bataille, tout ou presque se déroule sans que Napoléon est un spectateur, il regarde la pièce de théâtre qu'il a lui-même montée. Dans l'histoire officielle, au cours de toute la bataille, il ne donne qu'un seul ordre. À un moment donné, il modifie un peu l'ordre de bataille, l'axe de pénétration des armées françaises. Mais autrement, c'est un spectateur passif qui contemple son propre chef-d'œuvre se déployer sous ses yeux. Wow. Ça, c'est l'histoire officielle. Celle dans laquelle je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, Napoléon a fait preuve de beaucoup d'intelligence puis d'audace en étant capable de bien mesurer la situation puis en tirant le meilleur parti. Il ne pouvait pas être certain que les forces du maréchal Davout qui arrivaient de Vienne arriveraient à temps. Il y avait un risque très grave que les Russes défoncent effectivement son flanc droit. Un des indices que je vous disais au début qui m'indique, en tout cas qui me rendent sceptique, c'est que dans la légende de la bataille d'Austerlitz, on dit que la veille de la bataille, dans la nuit donc, qui précède la bataille, il y a comme ça se fait généralement, il y a, si vous voulez, une espèce de proclamation de l'empereur pour son armée qui va être imprimée rapidement puis distribuée dans les régiments de l'armée. Et on dit que dans cette proclamation que Napoléon fait lire à ses troupes vers 1h ou 2h le matin, donc la veille de la bataille, il serait dit que les Russes vont me présenter leur flanc et les Russes vont me présenter leur flanc et on va pouvoir les détruire comme ça. Ou quelque chose, je ne sais pas les mots employés, mais il révèle à ses troupes, avant la bataille, c'est quoi son plan. Comme s'il n'y avait absolument aucun danger que les Russes en prennent connaissance. On s'est rendu compte, en fait, que cette proclamation-là aux troupes a été trafiquée après la bataille. Qu'on a réécrit les mots que Napoléon aurait utilisés et on a ajouté une phrase dans laquelle il dit, quand ils vont me présenter leur flanc, on va les couper en deux. Donc, il y a déjà ici un premier élément de propagande, littéralement, où on réécrit l'histoire de la bataille pour faire passer Napoléon comme une espèce de prescient qui est capable de voir l'avenir. Et vous avez plein de petits... Je ne rentrerai pas là-dedans, mais vous avez d'autres éléments comme ça qui vous font dire que ouais, peut-être qu'on a beurré pas mal l'épais, puis que Napoléon lui-même, comme beaucoup d'autres généraux dans l'histoire, a largement contribué à embellir son rôle dans la bataille, puis à faire prétendre qu'il avait la capacité de prédire le mouvement de ses adversaires. Je pense que c'est beaucoup plus une belle improvisation qu'une belle horloge que tu remontes puis qui fonctionne tout seul. Là. De construire lui-même sa propre légende, dans le fond, pour galvaniser les troupes et aussi le peuple français pas de s'enrôler, mais de suivre justement ces batailles et puis d'encourager peut-être aussi à envoyer un fils peut-être dans la grande
Oui, qui sait. Mais oui, en fait, même le pouvoir de Napoléon est très fragile parce que le 2 décembre 1805, c'est le premier anniversaire du couronnement. On l'a vu, donc Napoléon est couronné le 2 décembre 1804. Son pouvoir est encore chancelant. Au-delà du fait que son armée aurait pu être écrasée par la mer de soldats ennemis qui se dirigeaient vers lui, une défaite militaire signifiait probablement la fin de son pouvoir en France. Et donc, en même temps, il y avait ça qui jouait. C'est même si lui, personnellement, parvenait à s'en sortir, probablement qu'en France, il y en a qui auraient profité pour le débarquer du pouvoir puis prendre sa place. Au contraire, Austerlitz va être important pour ça. Et c'est pour ça qu'aussi que Napoléon va la mousser beaucoup, c'est que ça assoit son pouvoir, qui est encore jeune et fragile, si vous voulez, en mettant en célébrant le premier anniversaire de son couronnement par une magnifique victoire, une des plus belles victoires dans l'histoire militaire de l'humanité. Donc, il y a un sens de propagande très important qui est donné à ça. C'est plus la campagne de Russie qui va sonner le glas de Napoléon. La campagne de Russie, en fait, vois-tu, je ne suis pas sûr que Napoléon soit un si grand stratège, c'est-à-dire dans le sens de mener la guerre, parce que ce qu'il va faire surtout, bon, il remporte cette victoire-là en 1805, il va se battre contre les Autrichiens, pardon, les Prussiens et les Russes en 1806. Il va remporter une autre victoire extrêmement éclatante contre l'armée. Il va faire la même chose aux Prussiens qu'il a fait avec les Autrichiens, c'est-à-dire qu'il va une bataille puis qu'il va les sortir. Les Russes, ça va durer jusqu'en 1807. Encore des grandes victoires de Napoléon jusqu'à temps que l'empereur de Russie soit écœuré et dise bon, OK, on va faire une espèce de paix. Là, mais Napoléon lui-même va continuer à faire la guerre. Il va s'engager en 1808 dans une guerre pour la succession du trône d'Espagne. C'est une guerre qui va être désastreuse pour les Français. En 1809, la guerre contre l'Autriche reprend. En 1812, c'est la campagne de Russie. Finalement, c'est quoi? C'est une espèce de fuite en avant. Le gars gagne des guerres, mais c'est pas gagner la paix. Il n'est pas capable de parvenir à une paix durable. Puis surtout, ceux qui tirent les ficelles derrière tout ça, c'est les Britanniques, qui donnent de l'argent constamment pour continuer la guerre. Et eux-mêmes, les Britanniques, vont s'engager dans la guerre de la campagne d'Espagne à partir de 1808. Napoléon n'est pas capable de trouver une manière de stabiliser la situation. Au contraire, bataille après bataille. Il a beau gagner des batailles, si tu n'es pas capable de gagner la guerre, ça sert à quoi? C'est ça, je pense, une des grandes faiblesses de Napoléon, jusqu'à ce qu'il fasse l'erreur que tu viens de dire, Jay, c'est-à-dire s'engager en campagne de Russie, qui va être finalement le tombeau de la grande armée. Avec une armée de combien d'hommes déjà la campagne de Russie? Parce que 1 million. C'est la grande armée, justement, française, autrichienne, etc. Là. Oui, parce qu'il a forcé tous ses anciens adversaires à se ranger de son côté pour attaquer la Russie. C'est qu'il y a 1 million de soldats qui constituent l'armée internationale de la France, là, si vous voulez, en 1812, au moment où il envahit la Russie. Et malgré ça, malgré la défaite catastrophique, la disparition de cette armée d'1 million de soldats, la France va être capable de se battre encore jusqu'en 1814. Puis une autre fois en 1815. C'est comme une série de guerres qui n'arrête pas. C'est vrai que les Britanniques ne voulaient pas faire la paix non plus. Les Britanniques voulaient en finir une fois pour toutes avec la France. Les Britanniques n'étaient pas disposés non plus à faire la paix, mais Napoléon n'a jamais été capable de construire une espèce de système politique dans lequel tu rétablis un ordre dominé certes par la France, mais quand même un ordre dans lequel les autres États européens peuvent accepter de vivre. C'est pour ça que la guerre, c'est la guerre qui l'a porté au pouvoir, puis c'est la guerre qui va le perdre. Exactement. Est-ce qu'il voulait... Live by the sword, die by the sword. Mais est-ce qu'il voulait vraiment la paix, Napoléon, Steph? Ben, il prend tellement goût justement de victoire en victoire. Il n'est pas comme on a vu d'autres dirigeants politiques comme ça, notamment c'est Charles XII de Suède qui a infligé je ne sais pas combien de défaites aux Russes, mais le gars n'est pas capable de s'arrêter. Il y a des dirigeants comme ça ils ont tellement confiance en leurs moyens. Ça peut être vrai pour Hitler aussi. Hitler je pense, aspiré par sa propre logique de guerre. Napoléon était
peut-être pas. Il aurait pu trouver une façon de stabiliser les choses, mais les deux grandes erreurs qui ont fait basculer les choses, c'est la campagne d'Espagne en 1808 jusqu'à 1813, puis la campagne de Russie en 1812. Ça montre plutôt que c'est pas juste qu'on lui a imposé la guerre, c'est que lui-même trouve que la guerre, c'est probablement la solution. Dès qu'il voit un problème, mais la solution, c'est de faire la guerre. Et c'est ça qui va le perdre. Il aurait pu, je pense, tenter de mettre en place un système politique en Europe ou un ordre politique en Europe dans lequel la France aurait continué à jouer un rôle dominant. Mais finalement, ben, il s'est écouté, puis c'était la guerre, toujours. C'est ça, donc c'est. Mais bon, Austerlitz demeure, on considère toujours que ça demeure son principal, son main achievement. C'est son chef-d'œuvre militaire. Steph, merci beaucoup. Là, je vois le temps avancer, mais c'est tellement intéressant. Mais c'est certain que dans les prochaines semaines, voire mois, on va faire quelques autres épisodes sur Napoléon. J'aimerais beaucoup la campagne de Russie, si tu peux nous en parler. Puis la fin aussi de son si je faisais son exil sur l'île d'Elbe et puis après ça sur l'île Sainte-Hélène, où est-ce que là, c'est vraiment la fin. La bataille de Waterloo et puis la fin sur l'île Sainte-Hélène. C'est pas mal ça qui reste de Napoléon. C'est certain qu'on pourrait parler de la campagne d'Italie, campagne d'Égypte. Ça deviendrait redondant un petit peu à la fin. Oui, c'est ça, exactement. On va... il gagne des batailles, mais pas nécessairement des guerres. Tu sais. Mais aussi, toutes les contributions politiques de Napoléon, que ce soit la vie politique, la vie juridique, culturelle de la France, il y a quand même un legs quand même assez important. Là, absolument. Et puis, encore aujourd'hui, Napoléon, même en France, c'est un personnage qui divise. Hein? Il y en a qui le voient comme un tyran, d'autres comme le plus grand dirigeant que la France n'ait jamais connu, justement. C'est ça. Le personnage divise autant que le film divise, justement. On ne pouvait pas avoir un film, puis encore là, je vous encourage à aller le voir. On ne pouvait pas avoir un film qui contente tout le monde. Le film divise comme le personnage divise. Alors, voilà. Mon cher professeur Roussel, c'est toujours un plaisir, ces épisodes-là, où est-ce que tu prends le relais pour... Le lead pour nous parler de certaines choses. Surtout quand ça a rapport aux militaires. Moi, je me connais quasiment pas là-dedans. C'est vraiment apprécié, Steph. Merci beaucoup. Ben, c'est toujours le plaisir de pouvoir partager une passion aussi, avec d'autres gens. Pour moi, c'est l'histoire militaire, effectivement, l'histoire militaire et politique là, qui m'intéresse. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Et puis, la semaine prochaine, c'est une de tes idées, la semaine prochaine, l'épisode. Est-ce que tu peux nous en parler? Te souviens-tu du sujet? Oui, je vais juste vous dire un seul mot. J'en dirai pas plus. Oui. Vexillologie. Alors, allez... On va faire un petit cours de vexillologie. Un cours et un concours de vexillologie. Oui, exactement. Alors, ça va être un petit concours de vexillologie. Vexillologie. Exactement, vexillologie. Vexillologie. Bon, OK, ben, parfait. Alors, ça va être ça la semaine prochaine. Un petit épisode. Florence vient de casser le punch. Ah, voilà. Alors... ceux qui ne sont pas en live ne verront pas le... Non, alors Florence, c'est ça. On l'écrit, mais on ne le dit pas. Exactement, je ne vais pas l'afficher. Alors, allez rechercher ça. Mon cher Jonathan Saint-Prof, merci beaucoup de ton écoute. Moi, je vais dire merci à Stéphane pour la leçon d'histoire. Oui, vraiment. C'est des épisodes comme ça qui... ça ne demande pas beaucoup de préparation. Ça ne demande pas beaucoup de préparation, mais c'est tellement parfait, justement, des épisodes comme ça avec de vrais connaisseurs comme Professeur Roussel. Comme j'ai dit, moi, j'aurais pas pu parler de ça pendant 1h15. Tu aurais critiqué le film pendant 1 heure, par exemple. Exactement. Je vais le faire dans les prochaines semaines à la radio, mais en détail comme ça, décortiquer les stratégies militaires, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, encore merci. Stéphane, merci aux membres Patreon d'avoir été là ce soir avec nous pendant l'enregistrement. Merci aux abonnés de nous suivre, sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci aux membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, nos érudits, nos 2 orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda, et puis le miel Habitémis, le meilleur miel. Le miel qu'il y avait sûrement dans les bagages des soldats français quand ils traversaient
Quand tu traversais la France et l'Allemagne. C'est original de la Nouvelle-France direct. Exactement. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à Martin Godette et à la chaîne Twitch Tout ce qui TV de rediffuser nos épisodes. Alors, sûrement que vous avez manqué notre bye-bye, les gens de Twitch, parce que le dernier épisode, je crois, qui est passé sur la chaîne Twitch de Tout ce qui TV, c'était notre réveillon de Noël. Fait que si vous avez manqué le bye-bye la semaine dernière, allez l'écouter. C'était vraiment cool comme épisode, ça, notre revue de l'année, un petit peu. Ouais. C'est vraiment cool. Alors, oui, allez écouter ça. Je commence à déparler, il est tard. Alors, merci à Tout ce qui TV. Et puis, je vous invite aussi à aller rejoindre notre chaîne Twitch. Alors, c'est SLTDH, tout simplement. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour un concours de vexillologie. C'est ça? Exact. Parfait. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le monde!